Le 6 avril 1995, à 20h20, le ciel au-dessus de Kigali se déchira dans une lumière brève et mortelle. En quelques secondes, l'avion présidentiel rwandais, un Falcon 50, fut frappé par des missiles alors qu'il amorçait son atterrissage. À son bord se trouvaient deux chefs d'État, Juvenal Habyarimana, président du Rwanda, et Cyprien Ntaryamira, président du Burundi. Aucun survivant. L'impact ne détruisit pas seulement un appareil, mais pulvérisa l'équilibre déjà fragile d'un pays au bord du gouffre. Cette nuit-là, le Rwanda entra dans l'une des périodes les plus sombres de l'histoire humaine. Et depuis lors, une question n'a cessé de hanter le monde. Qui était réellement derrière cet assassinat? Juvenal Habyarimana dirigeait le Rwanda depuis 1973. Son régime, autoritaire et centralisé, reposait sur une idéologie de domination hutu qui, au fil des années, avait institutionnalisé l'exclusion des Tutsis. Pourtant, au début des années 1990, la situation militaire et politique du pays avait profondément changé. En 1990, le Front patriotique rwandais, composé majoritairement de Tutsis exilés, lança une offensive depuis l'Ouganda. À sa tête se trouvait Paul Kagame, chef militaire méthodique, discret et redoutablement efficace. La guerre civile rwandaise venait de commencer. Après des années de combats, d'impasse militaire et de pression internationale, les accords d'Arusha furent signés en août 1993. Ces accords prévoyaient un partage du pouvoir entre le régime de Habyarimana et le FPR. Officiellement, ils incarnaient l'espoir de la paix. En réalité, ils radicalisèrent les extrêmes. Du côté du pouvoir, les partisans du Hutu Power y voyaient une capitulation. Du côté du FPR, beaucoup doutaient de la sincérité du régime en place. Le Rwanda vivait sur une poudrière politique et ethnique. Le voyage du 6 avril 1994 n'était pas anodin. Habyarimana revenait d'un sommet régional à Dar es Salaam, consacré précisément à l'application des accords d'Arusha. Selon plusieurs témoignages, il y avait été pressé d'accélérer leur mise en œuvre. Pour certains de ses alliés les plus radicaux, ce retour symbolisait une trahison. Pour ses ennemis, il représentait un obstacle persistant. Dans l'avion, Cyprien Ntaryamira avait accepté l'invitation de son homologue rwandais, préférant la rapidité du Falcon présidentiel à son propre appareil. Ce choix scella son destin. Lorsque les missiles furent tirés depuis les environs de l'aéroport de Kigali, le choc fut immédiat. Le Falcon explosa avant de s'écraser dans les jardins du palais présidentiel. À Kigali, la nouvelle se répandit comme une onde de terreur. En quelques heures, les barrages routiers apparurent, les listes furent sorties, les milices Interahamwe passèrent à l'action. Le génocide commença presque instantanément, comme si tout avait été préparé dans l'attente d'un signal. La mort de Habyarimana devint le prétexte déclencheur d'une extermination de masse. Très vite, la responsabilité de l'attentat devint un enjeu politique central. Deux grandes thèses s'affrontèrent. La première accusait les extrémistes Hutus, proches du pouvoir, opposés aux accords d'Arusha, d'avoir éliminé leur propre président pour justifier le massacre des Tutsis et conserver le pouvoir par la terreur. La seconde pointait directement le Front patriotique rwandais et son chef militaire, Paul Kagame, affirmant que l'élimination de Habyarimana
était une étape stratégique pour prendre le pouvoir par la force. Paul Kagame a toujours nié toute implication. Selon lui, l'attentat fut organisé par des extrémistes hutus qui cherchaient un prétexte pour lancer un génocide planifié de longue date. Cette version fut défendue avec constance par le FPR et reprise dans de nombreux cercles diplomatiques. Pourtant, au fil des années, des fissures apparurent dans ce récit. Des enquêtes judiciaires, des témoignages d'anciens alliés et des révélations venues de l'intérieur même du FPR relancèrent le débat. L'une des voix les plus troublantes fut celle de Théogène Rudasingwa, ancien secrétaire général du FPR et proche collaborateur de Kagame. Longtemps défenseur de la version officielle, Rudasingwa rompit le silence après s'être exilé. Il affirma avoir entendu Paul Kagame se vanter, dès 1994, d'avoir ordonné l'abattage de l'avion présidentiel. Selon lui, Kagame aurait parfaitement compris qu'un tel acte déclencherait des conséquences catastrophiques, mais aurait estimé que le gain stratégique surpassait le coût humain. Ces accusations explosives bouleversèrent le paysage mémoriel du génocide. Elles ne provenaient pas d'un ennemi extérieur, mais d'un homme issu du cœur du système du FPR. Rudasingwa reconnut publiquement avoir menti pendant des années, notamment lorsqu'il était ambassadeur du Rwanda aux États-Unis, en relayant la version officielle. Sa rupture avec Kagame fut totale et il fut condamné par contumace par la justice rwandaise pour atteinte à la sécurité de l'État. Pour les partisans de la thèse de l'implication du FPR, l'attentat s'inscrivait dans une logique militaire froide. En éliminant Habyarimana, Kagame aurait décapité le régime adverse, provoqué un chaos exploitable et légitimé une offensive finale vers Kigali. Effectivement, en moins de 100 jours, le FPR prit le contrôle du pays, mettant fin au génocide mais s'imposant aussi comme nouvelle force dominante. Kagame devint vice-président, puis président, consolidant un pouvoir qui dure encore aujourd'hui. Pour ses défenseurs, ces accusations relèvent de la manipulation politique et de règlement de comptes internes. Il rappelle que le génocide fut exécuté par des structures étatiques hutus, que les listes existaient déjà et que la machine de mort n'attendait qu'un déclencheur. Selon cette lecture, Kagame n'aurait pas eu besoin de provoquer l'attentat pour vaincre militairement, et l'idée qu'il aurait consciemment sacrifié des centaines de milliers de vies serait moralement et stratégiquement absurde. Cyprien Ntaryamira, souvent relégué au second plan dans ce drame, reste pourtant une victime centrale. Président du Burundi depuis seulement quelques mois, il n'était pas impliqué dans le conflit rwandais au même niveau que Habyarimana. Sa mort illustra brutalement la dimension régionale de la tragédie. Elle montra que les lignes de fracture ethnique et politique dépassaient largement les frontières nationales, menaçant toute la région des Grands Lacs. 30 ans plus tard, l'assassinat de Habyarimana et Ntaryamira demeure l'un des crimes politiques les plus controversés du XXe siècle. Aucun consensus définitif n'a émergé. Les enquêtes ont été entravées, politisées, parfois abandonnées. La vérité judiciaire reste fragmentée, éclipsée par les récits concurrents et les intérêts géopolitiques. Ce flou persistant nourrit les blessures mémorielles et empêche une réconciliation pleinement assumée. Ce qui est certain, c'est que cette nuit d'avril 1994 a redessiné le destin du Rwanda. Elle a transformé Paul Kagame en figure centrale de l'histoire africaine contemporaine,
à la fois célébré comme l'homme qui a mis fin au génocide et accusé par certains d'en avoir allumé l'étincelle. Elle a figé Abiyarimana et Ntariamira dans le rôle de martyrs d'un ordre ancien, balayés dans une explosion de feu et de haine. L'attentat contre le Falcon 50 ne fut pas seulement un acte de guerre, mais un point de rupture absolue où la logique militaire, la haine ethnique et l'ambition politique se sont rencontrées dans un instant irréversible. Tant que la vérité complète restera enfouie sous les silences, les peurs et les intérêts, cette nuit continuera de projeter son ombre sur le Rwanda, l'Afrique des Grands Lacs et la conscience du monde entier.